qui vont les aider et qui ne trouvent aucun souci à le faire, rien n'est fait contre eux. Donc, souvent des migrants du reste qui sont déjà enregistrés dans d'autres pays, alors ils font des dossiers en Allemagne, ils font des dossiers en Italie, etc. Et donc, c'est aussi peut-être des sources de financement différentes. Alors, les chiffres que j'ai trouvés pour les centres d'accueil et d'orientation première étape, c'est CAO, Centre d'accueil et d'orientation France, ce serait... Parce que vous voyez, c'est assez varié, je n'ai pas les chiffres fixes, clairs, c'est assez varié. C'est 25 € par jour par migrant. Ensuite, pour le CADA, 19,50 par jour par migrant. Et ensuite, pour les dispositifs qui suivent, 16 € pour les dispositifs qui suivent. Mais j'ai également fouillé un peu plus et j'ai trouvé un document qui parle d'une question d'un sénateur, Jean-Louis Masson, qui est un sénateur proche du Dupont-Aignan, au préfet de Moselle. Alors la Moselle, c'est 1 million d'habitants, c'est un tout petit peu moins que le Bas-Rhin, donc c'est relativement comparable. Alors la Moselle, en 2016, le chiffre, c'était 21 529 000 € pour ce phénomène des migrants. Alors on a aussi, donc comme j'ai dit, on a un militant qui a travaillé dans un centre de ce type, à Schiltigheim, c'est Aurélien, et il nous a transmis des chiffres, et c'est un jeune homme tout à fait digne de foi, on discutait avec lui, etc. À Schiltigheim, donc dans un centre privé, parce qu'il y a des centres privés qui font ça maintenant, hein, c'est relativement lucratif tout ça. Alors pour centre privé où il y a 50 personnes, alors par mois, ce centre privé reçoit 60 000 € de l'État, par mois. 1100 à 1300 par adulte et 800 à 900 € par enfant. Or, il se trouve que l'entretien et le paiement des 2 salariés qui travaillent dans ce centre coûte moins de 10 000 €. Donc ça veut dire qu'il y a des marges, des bénéfices monstrueux qui sont à faire. Et des marges tellement énormes que ce monsieur, en 4 ans, il a financé la restauration du premier bâtiment. Et il y a déjà un deuxième bâtiment en route qui accueillera, entre guillemets, 80 personnes en 2019. Voilà. Vous voyez à quel point c'est une manne financière pour certaines personnes. On peut tranquillement considérer que chaque migrant logé touche également avec les avantages en nature. Je vais les nommer les avantages en nature, c'est déjà les repas, les repas. La literie, l'électricité, nous tous on paye tout ça. Moi je paye tout ça en tout cas chez moi. Les vêtements, les soins, le chauffage, etc. Tout ça cumulé. Que je cumule avec une autre allocation qui s'appelle allocation temporaire d'attente, ATA, et cette allocation, donc je fais des vérifications, c'est 11,49 € par jour. Bon, par migrant, tu fais un petit calcul, tu arrives largement à 340 par mois. Et là, on est un tout petit peu voisin des Allemands, parce que les Allemands, ils donnent pour un célibataire seul 354, c'est un peu pareil. Hein, voilà. Et donc, si vous cumulez cette allocation plus les avantages en nature dont je viens de parler, vous arrivez à un SMIC. À tel point qu'à Eunheim, certains gardiens auraient protesté, disant que les gens sont là à regarder la télé, alors qu'il y a des gens qui travaillent pour la même somme, qui se lèvent tôt le matin. Alors, si on projette maintenant ces chiffres de Schiltigheim, Eunheim, sur nos 80 qui vont arriver à Merzwiller, cela aurait donc, si je projette ça, et je pense qu'on peut plus ou moins projeter ça, parce que l'État donne des sommes à des organisateurs privés, mais aussi à Adoma. Adoma, c'est pas des imbéciles, ils vont demander les mêmes sommes, c'est lucratif tout ça. Alors si je projette ces chiffres sur cet accueil, j'arrive à 96 000 € par mois pour l'hébergement, et j'arrive à 88 000 € par mois pour le train de vie. Alors si je fais un total annuel, je dépasse déjà les 2 millions d'euros. Voilà. Ensuite, concernant... c'est pas tout, puisque il y a également l'industrie du soin, l'industrie pharmaceutique. Il faut évidemment que le petit peuple français, qu'il nourrisse l'industrie pharmaceutique, les médecins, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc... il y a l'état médical souvent lamentable de ces migrants. Il y a de plus en plus de migrants qui viennent pour des raisons médicales. Hein.
il ne faut pas oublier ce qu'on appelle l'AME, vous avez certainement pas entendu parler de la CMU, mais aussi l'AME, c'est la version pire, hein, donc c'est 100% des soins remboursés, sans cotisation, quoi que ce soit, hein, 100% des soins. Pardon ? Et des bus. Voilà. Alors, on va entamer un débat, monsieur, après vous pourrez participer, il n'y a pas de souci. Donc, cette AME, même le député, qui s'appelle Goasguen, un député de droite, bon, la droite c'est en train de se séparer en deux, je ne sais pas où il est celui-là, plutôt du côté légèrement patriotique, je ne sais pas. Alors, le député Goasguen, il y a quelques années encore, on disait que ça coûtait 200 millions d'euros, hein, l'AME, donc aide médicale d'État. Et là, on dépasse maintenant déjà allègrement les milliards d'euros par an. Hein. Donc ça monte, c'est fulgurant, c'est fulgurant. Donc personne ne peut vous dire que la présence étrangère en France est stable. Ceux qui vous disent ça, c'est des menteurs, parce qu'ils naturalisent chaque année au plus de 100 000 personnes. Et donc la statistique des gens qui ont statut d'étranger, ça reste à 6, 7, 8, 9%. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vu les naturalisation, c'est tout à fait logique. C'est vraiment pour enfumer, pour tromper la petite classe moyenne française. Alors, un exemple extrême, si je puis dire, j'ai eu un reportage à la télévision allemande sur des gens qui viennent parce qu'ils ont la tuberculose. Hein, des gens qui viennent dans le monde entier parce qu'ils ont la tuberculose. Et vous savez que les tuberculeux, alors on regarde un peu leur cas, et on regarde qui mérite le soin. Hein. Est-ce qu'il y a une bonne probabilité que ça marche? Parce qu'il y en a qui ne méritent pas le soin, parce que le pronostic vital de bonne santé est faible, donc ils ne sont pas soignés, parce que ça coûte des centaines de milliers d'euros, le soin pour les tuberculeux. Et il faut savoir qu'il y a des Allemands en Allemagne qui ne reçoivent pas de soins parce qu'il y a des gens qui viennent de différents pays qui sont du tuberculeux. C'est vraiment un scandale monstrueux. Voilà. Donc l'aspect médical de la chose, il ne faut pas le négliger. Je crois que c'est un des axes principaux de la motivation des migrants, de la motivation internationale des migrants. Pas seulement trouver un autre endroit où bosser, etc. Ils ne veulent même pas bosser, ils savent, ils sont informés par la première étape qui les fait payer, les passeurs illégaux, les informent, voilà, en Europe il y a ça, en Europe il y a ça, t'es malade, ben en Europe il y a ça, c'est gratuit. Donc il y a tout un bins qui a lieu. Autre information, alors j'ai un peu fouiné dans les contribuables associés, c'était une publication intéressante dans laquelle il y a un monsieur Gourevitch qui avait fait une analyse. Alors, M. Gourevitch Jean-Paul, c'est un consultant international sur l'Afrique, qui a fait une estimation du coût de la relocalisation des 30 000 migrants de François Hollande. Vous connaissez les 30 000 migrants de François Hollande? Alors, l'origine, c'est ça. Madame Merkel a décrété qu'il y a beaucoup d'arrivées, donc il faut disséminer les migrants dans toute l'Europe. Voilà. Et ils en avaient 160 000, et donc au prorata de la puissance des nations, etc., il fallait que la France prenne 30 000 migrants. Les pays de Visegrad, vous les connaissez, c'est la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque. Eux, ils ont directement dit non, on n'en veut pas, parce qu'ils ont des présidents et des dirigeants dignes qui protègent leur peuple. Alors chez nous, notre François Hollande, il a dit ok, c'est pour 30 000 migrants sur 2 ans. Je fais le bon élève européen, je fais plaisir à Merkel. Voilà, déjà au passage, on peut remarquer que quand un État national refuse quelque chose, ça marche. Vous avez remarqué, Orban a refusé, ça marche. Hein, il a mis une petite clôture, hein, bon, en même temps, il a bien communiqué. Trump aussi, il n'a pas encore mis son gros mur, hein, mais il communique, et apparemment il y a déjà beaucoup moins de migration entre le Mexique et l'Amérique du Sud et les États-Unis. Donc une volonté nationale quand même, ça marche. Voilà. Donc dans ce numéro des contribuables associés, on a pu lire que le coût annuel d'un migrant irrégulier c'est 6 872 €. Le coût annuel d'un demandeur d'asile, selon la Cour des comptes, c'est 13 724 €. Coût annuel d'un demandeur d'asile. Le coût total de l'engagement pour les 30 000 de François Hollande, c'est 405 millions d'euros. Alors que le menteur suprême, le ministre Sapin, ministre des Finances, en septembre 2005, avait annoncé quelques millions supplémentaires, etc. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois que l'OFPRA a décidé de la reconduite à la frontière, de l'expulsion de ces gens-là, eh bien ils restent, ils disparaissent dans la nature.
Hein, et ils vont trouver des petits jobs comme restaurateur, enfin pas comme restaurateur, excusez-moi monsieur le restaurateur, des petits jobs comme serveur dans certains restaurants, parce qu'il y a certainement des restaurants qui les embauchent sans contrat de travail, etc. Donc la black economy, etc. Et donc ils vont trouver, ce sera une deuxième vie, donc pendant 3-4 ans ils vivent de tout ça, et ensuite il y a 96% des déboutés qui ne rentrent jamais. 96%. Voilà, et là aussi, avec la technologie qu'on a, avec la police qu'on a, on pourrait franchement les trouver et effectivement faire des expulsions concrètes. Autre dossier, donc vous imaginez les sommes que ça va faire à l'avenir. Autre dossier extrêmement brûlant, et je terminerai avec ce petit dossier extrêmement brûlant. À votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que les MNA? Qui sait ce que ça veut dire les... Alors attendez que je trouve ma petite fiche. Alors, attendez, je trouve ça. Voilà, les MNA. Quelqu'un le sait non. Je fais mon petit maître d'école là, non? MNA, ça veut dire mineur non accompagné. Mineurs non accompagnés. Ça, on ne dit plus maintenant les clandestins, les jeunes clandestins, à caser, hein. On dit les mineurs non accompagnés, donc on assimile déjà ces gens-là à nos jeunes, à nous, etc. C'est des mineurs. Bon, voilà. Alors, ça aussi, c'est une filière d'immigration extrêmement grave, extrêmement grave. J'ai trouvé un graphique sénatorial, donc quelque chose d'officiel. C'est pas ma propagande à Laurent Gnedig qui fait du populisme dans les bistrots parce que c'est un raciste. Hein. C'est ça, donc c'est un truc officiel sénatorial. C'est un graphique qui montre en 5 ans une augmentation de 300% des jeunes. Donc des jeunes gens qui disent qu'ils ont moins de 18 ans, bien sûr. Hein. Mais il est évident qu'en fait, quand on interroge les médecins qui les voient, etc., ils ont souvent... voire la trentaine. Hein. Le type qui a tué la fille de Kandel, apparemment, il a plus que 25 ans. Donc 80% sont déjà majeurs. Mais alors nous avons des vraies possibilités de voir ça, mais comme il y a, on n'est pas sûr à 2 ans près s'ils sont donc il y a des analyses dentaires ou osseuses, etc. Mais on n'est pas sûr à 2 ans près s'ils ont 17 ans et demi, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas opposable juridiquement, et donc ils baissent les bras, mais on pourrait au moins voir qui a plus que 22 ans. Je veux dire, on pourrait au moins voir qui a... Bon, si les gens, ceux qui sont tangents, qui ont 19, 20, ils peuvent à rigueur encore pas tricher, mais ceux qui ont 20 plus que 22, ils ne peuvent pas tricher si on fait ça sérieusement, scientifiquement parlant. Hein. Mais il n'y a rien qui est fait. Alors, comme par hasard, ces mineurs qui débarquent chez nous, ils sont 95% des garçons. Hein, 95% des garçons. Là aussi, c'est le chiffre de 2017, un rapport sénatorial. Et 70% viennent d'Afrique subsaharienne. Alors 95% des garçons, parce que probablement les jeunes garçons de 18 ans, c'est les familles qui les envoient, ils sont là-bas, tu as une mission, tu vas en Europe, tu plantes ton œuf en Europe, tu t'installes en Europe, tu obtiens des trucs, et maintenant même ils ont obtenu apparemment le regroupement familial de la fratrie, hein, j'ai entendu ça dans la presse, hein, voire des parents, hein, vous imaginez ce que ça peut donner, donc c'est vraiment un encouragement. C'est vraiment un encouragement, c'est vraiment un but de domination démographique. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est comme aux Serbes dans le Kosovo, c'est-à-dire nous faire supplanter par un autre peuple, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et ça va arriver. Si nous, les petits Français, moi je suis aussi les petits Français, hein, nous aussi on est tous des petits Français, si on ne bouge pas, on est fichus. Alors, donc selon un rapport donc, du Sénat, juste pour les mineurs, c'est 1,9 milliard d'euros. C'est un rapport à peu près de l'été 2017. Hein. Voilà. Et pour le parrain, nous avons dépassé pour le département, parce que tout le monde, les départements ne peuvent plus payer. Vous savez, les départements n'ont plus d'argent. Hein. Bon. Et donc, le département, il est obligé de communiquer un peu. Ils savent que quand ils parlent de ça, électoralement, c'est pas bon pour eux, mais ils sont quand même obligés de le dire. Le département du Bas-Rhin a déjà dépassé les 10 millions d'euros par an
pour dans les 300 ou 400 jeunes qui arrivent chaque année. Hein. 10 millions. Alors divisez voir, je ne sais pas, vous arrivez à des chiffres énormes. Hein. Alors qu'il y a des jeunes Français, voilà, ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures pour s'amuser. Je veux dire, bon, voilà. Donc là, rien n'est fait pour tarir la source. Ça continue, ça continue. C'est vraiment. Alors, il y a le médical, il y a les mineurs, la faille juridique des mineurs. Évidemment, nos députés, enfin pas les députés qu'on a, les députés qui auraient été élus, hein, bah, ils veulent continuer ça, puisqu'ils disent que monsieur des pauvres mineurs, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Eh bien non, ah pardon, lux fiat. Donc les pauvres mineurs, ils sont là et juridiquement on ne peut rien faire. Voilà, donc nous sommes dans la dictature du politiquement correct, parce que personne dans ces partis-là veut faire quoi que ce soit. Et en plus, il y a les bénéficiaires financiers. Les bénéficiaires financiers de tout ça, parce qu'il faut les soigner, donc quelqu'un va gagner du blé, on est d'accord. Il faut les loger, donc quelqu'un va gagner du blé. Donc il y a des bénéficiaires financiers de ce trafic. Déjà, les bénéficiaires financiers illégaux, hein, ceux qui sont en Afrique, qui vont faire traverser des fleuves, qui vont traverser les zones dominées par des petits barons en Libye, par exemple, et qui vont faire traverser la Méditerranée. Et ensuite, il y a les ONG, les fameuses ONG, organisations non gouvernementales humanistes, qui vont les chercher. Ils sont à 10 km de la Libye en mer de 1, et ils vont aller les chercher. Hein, ils vont aller les chercher. Et bon, heureusement, peut-être que ça bouge un peu en Italie avec le nouveau gouvernement. Bon, wait and see, on va voir ce que ça va donner. Bon. Alors, donc le politiquement correct, c'est décide. Les illégaux se font leur argent. Les légaux se font leur argent, puisque il y a des gens qui ont des titres financiers dans le bâtiment, dans l'immobilier, tout ça, ça veut gagner de l'argent. Hein. Adoma, voilà. Et dans le pharmaceutique, évidemment, ça veut gagner de l'argent. Finalement, on peut considérer qu'il y a une sorte de caste dirigeante dans ce pays, aisée, détentrice de ces sociétés, qui s'enrichit, les fameux gens du CAC 40, hein, qui s'enrichissent inexorablement, qui sont devenus une sorte de jet-set international. Hein, c'est plus des Français, c'est des mondialistes, hein, c'est des gens qui sont dans la vie déjà post-nationale, parce que pour eux, tout ce qui est national, c'est ringard, ça, voilà. Donc il y a une lutte maintenant qui a lieu, et j'espère qu'on va la gagner, hein, entre la gouvernance, les gens qui veulent la gouvernance mondiale, qui adorent l'ONU, hein, qui adorent l'Union européenne, parce que tout ça c'est que le cheval de Troie de l'ONU et de la gouvernance mondiale, et donc cette lutte entre ces gens-là et nous, le citoyen national, qui représentons le citoyen national, et vous tous, vous avez une mission dans cette lutte, c'est également par rapport à notre petit dossier de Mertulaire, c'est une partie de cette lutte. Il faut donc que nous bougeons un tout petit peu, et qu'à un moment donné, nous fassions en sorte que démocratiquement, ça se règle en toute tranquillité pour éviter les futures guerres civiles qui vont arriver malheureusement si rien n'est fait. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Voilà.